Ok, bonjour. Salut à tous. Je vais aujourd'hui vous parler de la colonisation de l'univers, la colonisation des planètes par l'être humain et tout ce qui est lié à Elon Musk et ses projets avec sa compagnie SpaceX. Donc, je ne suis pas expert dans ce sujet. C'est pour ma nouvelle série, vous me donnez un sujet duquel vous voulez que je parle en français et je fais des toutes petites recherches et je m'exprime à ce propos. C'est surtout pour que vous entendiez du français à propos de sujets qui peuvent potentiellement vous intéresser. Alors, j'ai mis comme titre Un homme a mis le pied sur Mars. Peut-être que ce sera vrai à l'avenir. Et on ne sait pas. On appelle ça un titre putaclic, donc clickbait, et j'espère que ça fonctionnera bien. Alors, on m'a posé la question suivante sur l'autre vidéo et c'était j'aimerais que tu parles de l'approche de Elon Musk quant à la colonisation de Mars et de sa volonté à rendre l'humanité interplanétaire. Dans un premier temps, on va d'abord s'intéresser à l'histoire qu'il y a autour de ça. L'histoire de ce qu'on appelle la conquête spatiale en français, c'est ce challenge, cette guerre, on peut appeler ça comme ça, entre les Russes, entre la Russie et les États-Unis. Alors, quel est l'objectif principal de ça? Et à mon avis, c'est avant tout le pouvoir. Comment est-ce qu'on arrive au pouvoir? Parce qu'ils doivent utiliser beaucoup d'argent et beaucoup de ressources pour arriver à aller sur une planète, à faire des recherches avec des satellites, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que ce sont les deux pays, en réalité, peut-être un peu la Chine aussi aujourd'hui, qui ont des ressources dans le domaine de l'aérospatial, s'il y a des spécialistes, des scientifiques qui sont très très doués à ce sujet, donc ce sont des gens avec des gros cerveaux, des grosses capacités, ils doivent s'engager envers ces pays pour justement faire de la recherche où les astronautes, il y en a eu quelques-uns d'autres pays aussi, doivent les contacter, doivent s'intéresser à eux pour ensuite pouvoir se spécialiser davantage dans leur domaine et les aider grâce à leurs recherches, grâce à leur savoir, grâce à leur capacité cérébrale. Donc grâce à ça, ça donne plus de pouvoir à ces pays. Ils ont avec eux, dans leur équipe, des gens très intelligents, en leur donnant l'option de travailler dans leur domaine de prédilection, ici l'aérospatial. Et ça leur donne plus de contrôle sur le monde parce qu'ils montrent leur force grâce à ça, grâce à leur pouvoir. Et on peut s'intéresser par exemple à la course à la Lune. La course à la Lune, la Russie et les États-Unis voulaient mettre le pied sur la Lune, littéralement les premiers. Et c'était un événement extraordinaire. Et ensuite, les gens se sont demandé, mais attends, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils sont allés sur la Lune, mais ils ne l'ont jamais refait. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont jamais refait? Il n'y avait pas d'intérêt spécial à aller sur la Lune. La Lune, je pense que c'est une planète très simple et il n'y avait rien à découvrir. Parce que s'ils voulaient faire des prélèvements, c'est-à-dire prendre des morceaux de Lune pour les analyser, ils pouvaient tout simplement envoyer des robots. Ce n'était pas nécessaire d'envoyer des humains. À aucun moment c'était nécessaire ou intelligent d'envoyer des humains, sauf pour la popularité du pays. Montrer, voici, je suis le meilleur. J'ai été capable d'envoyer, je suis le meilleur pays, j'ai été capable d'envoyer des gens sur la Lune. Ils ont pu aller, ils ont pu atterrir sur la Lune et se déplacer, etc. Donc, c'était simplement l'idée d'avoir une victoire et donc de vaincre un pays adverse. À mon avis, une des meilleures choses qui a été reprise, qui a existé suite à cet événement, c'est le proverbe qui existe en anglais, bien sûr avec l'adaptation en français, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Ça, c'est un très joli proverbe et qui peut être utilisé dans d'autres contextes, bien évidemment. Et je me permets le parallèle ici avec les événements sportifs. Pourquoi? Parce que les événements sportifs, c'est aussi des événements de masse. Ok, peu de gens s'intéressent à l'aérospatial, peu de gens lisent les journaux, lisent des journaux, disons, spécialisés, ils disent, ah voilà, voici les recherches de la NASA, etc. Mais on a dit l'événement de l'alunissage d'êtres humains, tout le monde a regardé la télé, etc. Et ça me fait faire le parallèle avec les événements sportifs. Par exemple, la Coupe du Monde de football ou des choses comme ça, c'est des événements de masse. Les gens vont là, regardent ça sans trop réfléchir, sans trop se poser de questions et ils ne réfléchissent pas vraiment aux coûts et aux conséquences qu'il y a, les conséquences humaines et bien sûr environnementales. On va maintenant s'intéresser au cas Elon Musk plus spécifiquement. Donc à Elon Musk et disons sa compétition. Mais sa compétition, c'est plus ou moins aussi ses collègues parce qu'ils ont
ils veulent aller peut-être au même endroit, où ils ont les mêmes intérêts financiers. Et dans ce groupe de, disons, de grandes puissances planétaires, même si on parle de Facebook, Instagram, qui sont ensemble aujourd'hui, et Google, ce ne sont pas des ennemis, ce sont indirectement des alliés et ils essaient de se respecter dans une certaine mesure. Il y a une petite compétition dans un autre sens, mais je pense qu'on peut aussi dire qu'ils sont collègues dans un sens et il y a une petite compétition, c'est vrai, dans un autre sens. Alors, l'objectif est de coloniser Mars. Mais coloniser, c'est assez large comme concept. Ici, quand il dit coloniser, je pense qu'il serait déjà satisfait d'envoyer 30, 40, 50 personnes sur Mars. Et on pourrait parler de colonisation, parce qu'on serait les premières personnes à y aller, très probablement. Et de ce fait, je pense que son objectif serait réussi, déjà avec une cinquantaine de personnes là-bas. Ensuite, on ne sait pas les projets sur le long terme. Est-ce qu'il veut développer la vie sur Mars? Probablement. On ne sait pas. Mais vraiment, le premier objectif, c'est d'aller sur Mars, d'envoyer des gens sur Mars. Et c'est très intéressant parce que quand cette annonce a été faite, ils ont donc dit qu'ils rechercheraient peut-être des volontaires pour aller sur Mars. Et beaucoup de gens se sont intéressés et les ont contactés. Voici pourquoi ce serait bien de me prendre moi pour aller sur Mars. J'ai de bonnes compétences physiques, ou je suis très intelligent, aussi ou ça. Beaucoup de gens ont été volontaires pour ce concept d'aller sur Mars. Et malgré le fait qu'il y a de grands risques par rapport à ça, que ce soit Elon Musk ou les volontaires, ils sont conscients des risques. Est-ce que c'est possible de revenir? C'est facile d'envoyer quelque chose sur Mars, relativement facile d'envoyer quelque chose sur Mars, mais les faire revenir, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on peut envoyer un vaisseau spatial et ensuite l'abandonner ou le laisser dans l'espace, c'est pas important. Mais le faire aller et le faire revenir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, est-ce qu'il y aurait un retour possible? Est-ce que j'aurais la chance de revoir ma famille, etc. C'est des questions que les volontaires peuvent se poser. Et Elon Musk aussi en envoyant des gens là-bas. Et est-ce qu'il ferait partie de cette expédition? Je ne sais pas. Et moi, je qualifierais ça, par rapport à mon avis personnel, là, je qualifierais ça de délire de riche. C'est vraiment comme ça que j'appelle ça, un délire de riche. Pourquoi? Parce que quand on a vraiment énormément d'argent, quand je dis énormément d'argent, c'est au moins être milliardaire. Mais eux, ce sont des personnes qui ont bien plus qu'un milliard, ne serait-ce qu'en fortune propre ou à travers les entreprises, etc. Mais en tout cas, ces personnes sont super riches et ils peuvent se permettre donc des délires de riches. Pourquoi ils en arrivent là? Parce que quand on a beaucoup de quelque chose, l'argent, on peut aussi en avoir beaucoup ou presque trop. Ce n'est plus un challenge. S'il y a une personne qui a 10 milliards et une autre personne qui a 200 milliards, ils sont exactement dans la même catégorie de super riches. Il n'y en a pas un qui peut faire des choses mieux que l'autre, plus intéressantes dans sa vie. Non, c'est faux. Ils ont atteint un statut de super riche et ils doivent faire d'autres choses pour avoir du plaisir. Et dans la vie, ça aussi, ça se voit à petite échelle. Les gens comme vous et moi, ou comme des personnes plus riches, vraiment tout le monde, de toutes les nationalités, de toutes les religions, ils ont toujours un désir d'aller à une étape supérieure, de dépasser les limites du possible et de l'acceptable. Là, on peut parler des limites du possible, ou envoyer des gens sur Mars, ça paraît irréaliste, mais il dit non, je vais le faire, je peux le faire, je vais le faire. Et on voit ça dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans le monde du travail. Par exemple, des gens qui adorent donner des ordres, pousser des gens négativement dans leurs limites. Avec la vitesse, des gens qui veulent utiliser des voitures de luxe pour aller très vite, du point de vue jusqu'au risque du danger, pour créer une nouvelle sensation, ou dans le sexe, etc. Et on peut se poser la question, s'il réussit à faire ça, Elon Musk, quel deviendrait son statut? Est-ce que ce serait le roi de Mars, le président de Mars, et quel serait son programme une fois qu'il y aurait de la vie là-bas? À mon avis, il y aurait beaucoup de choses mieux à faire pour son argent. Grâce à son argent, grâce à son pouvoir, les deux sont étroitement liés. Mais je pense que là, les gens ont une vision assez erronée de se dire, oh, la personne a beaucoup d'argent, il pourrait régler le problème de la famine quand les gens n'ont pas de quoi manger, la famine en Afrique, par exemple, dans les pays les plus pauvres d'Afrique, quand il y a vraiment de la pénurie de nourriture, oh, on peut régler ça simplement avec de l'argent. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que je fais une petite parenthèse ici, chaque gouvernement peut, en fonction de leur richesse, essayer d'aider ou non des pays. Et ici, avec l'exemple de certains pays d'Afrique pauvre, il y a des restrictions mondiales, disons non officielles, elles ne sont pas comme ça divulguées, mais il y a des restrictions mondiales parce qu'on n'a pas envie que tous les pays du monde se développent. Et ça, c'est vraiment un autre sujet. Mais si Elon Musk disait, avec son pouvoir, avec son argent, voilà, on va améliorer les choses
ici dans le monde ou ici dans le monde, ce n'est pas aussi facile. Donc c'est une critique qu'on peut faire, mais peut-être que ces gens vont aussi voir ailleurs parce qu'ils savent que ce n'est pas possible et qu'ils se feraient beaucoup d'ennemis importants. Et les gens importants ne veulent pas se faire d'ennemis importants, bien évidemment. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas sortir ces pays de leur galère, de leur misère, d'un struggle? Il y a le problème de la surpopulation. Si on améliore le vie, si on multiplie par exemple par 1,5 ou par 2 l'espérance de vie d'un continent ou de multiples pays très peuplés, il y a peut-être le problème de la surpopulation. Et on veut garder ce statut de supériorité aussi par rapport à d'autres pays et pouvoir leur acheter, prendre, voler, on peut discuter du terme, leurs matières premières, les métaux précieux, etc. Et les garder sous contrôle en, par exemple, leur prêtant de l'argent et le fait qu'ils ont des dettes. Voilà, c'est des idées. Et c'est vrai que dès qu'il y a des pays émergents, comme la Chine, est-ce qu'on peut encore parler de pays émergents, ou certains pays en Amérique du Sud, qui se développent très rapidement, plus vite que prévu, ça crée un peu une panique générale pour les pays très puissants, très riches, Europe centrale, États-Unis. Ils n'ont pas envie de ça, ils n'ont pas envie. Et c'est aussi pour ça qu'on n'aide pas les pays sous-développés ou les pays du tiers-monde, comme on dit en français, parce qu'on ne veut pas que ça arrive. Alors, il y a des memes et des citations sur Internet qui disent des choses du genre certaines personnes dépensent des milliards pour s'intéresser à la vie sur Mars, pendant que d'autres pourraient utiliser cet argent pour survivre ici sur Terre. Et ça, je trouve très significatif que l'utilisation de l'argent et des ressources des gens. Alors, des arguments qui pourraient aller pour défendre Elon Musk et ses envies, ses objectifs. On pourrait dire que ça pourrait sauver la population, pas tout le monde, non pas tout le monde, mais sauver le genre humain, sauver l'être humain s'il commençait tout à coup à y avoir des énormes catastrophes naturelles. Et là, on pourrait se poser la question, mais on choisit qui? Est-ce qu'on choisit des scientifiques? Est-ce qu'on choisit des intellectuels? Est-ce qu'on choisit des personnes à la peau blanche, à la peau noire, de ces religions, de ces nationalités? Qui c'est qu'on choisit si on doit sauver des gens? J'ai ma petite idée, je pense que c'est quelque chose d'équilibré de toutes les formes d'élite intellectuelle, les gens les plus riches, les gens qui ont le plus de pouvoir, et peut-être des personnes un peu entre deux, je ne sais pas. Mais c'est mon idée en tout cas, de ce que les gens feraient, pas mon idée de l'idéal. Ça peut aussi sauver la population s'il y a une catastrophe humaine. Si les gens commencent à faire n'importe quoi, il y a des guerres avec des robots, on rentre un peu ici dans la fiction, en tout cas pour 2020, mais qui sait, s'il y a des catastrophes humaines, certains pourraient s'enfuir sur Mars. Et ça c'est un point qui m'intéresse beaucoup plus, ce serait très intéressant de voir l'homme se développer ailleurs de la planète Terre. Pas sur la planète Terre, mais sur une autre planète, dans un autre contexte, et il doit trouver des solutions un peu par lui-même. Bien sûr, il serait en contact avec la Terre et tous les spécialistes, et les gens, ceux qui sont dans la recherche, évidemment. Mais on pourrait voir comment ils se développent, comme quand on regarde des animaux dans une cage ou dans un environnement naturel ou un environnement fermé. Là, ce serait pareil avec l'être humain. Et ça pourrait être, je pense, très intéressant. Et on pourrait s'intéresser, voir selon quelles règles est-ce qu'ils vivraient, quelles lois est-ce qu'ils adopteraient, et dans quelle mesure est-ce qu'ils auraient besoin de la Terre. Est-ce qu'après 20 ans, est-ce qu'après 50 ans, ils diraient, voilà, on n'a plus besoin de vous, on est une nouvelle communauté, on s'est développé ici, on coupe les liens, on rompt les liens. Des arguments contre, il y en a beaucoup, mais ils tournent tous autour du même sujet, l'utilisation des ressources. Et il y a quelque chose que je n'aime pas, mais c'est très personnel, c'est la pollution de l'espace. Je trouve que si l'être humain habite sur la Terre et a décidé de s'approprier la Terre, de dire voilà, la Terre nous appartient à l'être humain, à notre genre, s'il décide de la polluer, c'est ok, c'est pas vraiment ok, c'est mal, mais c'est ok, voilà. Mais il ne peut pas commencer à dire, voilà, je vais aussi polluer l'espace et envoyer des dizaines de milliers de satellites et envoyer des gens sur d'autres planètes et continuer à polluer. Ça, je pense que ça dépasse vraiment les limites de l'entendement. Mais c'est mon avis personnel et d'autres personnes plus intéressées par la recherche pourraient dire, non, ça fait partie de la recherche. Cette pollution, c'est la démarche, c'est les étapes pour arriver à cette colonisation de Mars ou d'autres planètes. Donc par rapport à l'utilisation d'argent, la pollution, etc., ça sont les arguments contre, mais ils sont assez évidents. Pas besoin de s'attarder sur ce point.
Et mes prédictions par rapport au futur, j'adore les prédictions parce que je suis un spécialiste des prédictions Covid pour l'instant, des très bonnes prédictions. Donc, le premier homme sur Mars, quelle date? Et moi je dis 2025. Pourquoi 2025? Parce que Elon Musk a du pouvoir, il a l'envie, il a la hargne de vouloir accomplir ses objectifs, même les plus farfelus. Donc je pense que 2025, la date qu'il a annoncée, c'est possible qu'il y ait le premier homme sur Mars. Euh, voilà. Et deuxième, autre sujet un peu, c'est depuis quand est-ce qu'on pourra faire un voyage vraiment touristique dans l'espace? Je prends une fusée et je me balade dans l'espace, mais à un prix relativement abordable. Disons ici 100 000 dollars US ou moins. Ici, je dirais 2030. Ça avait été annoncé pour plus tôt et ça, je pense que ça n'a pas avancé. En tout cas, je n'ai pas vu de nouvelles dans les journaux ou sur Internet que maintenant c'était possible de faire des voyages à un tarif, disons, raisonnable pour ce que c'est. Parce que c'est quand même une expérience fantastique. Je ne la ferai pas personnellement, même si j'avais les moyens, mais pour les gens intéressés, je pense que c'est une expérience vraiment unique et rarissime. Et si ça devient un tarif comme ça abordable, ça peut être très intéressant de voir ce que les gens en font, si ça a du succès ou non. Voilà. Euh, et une troisième, c'est quand est-ce qu'il y aurait une première voiture volante? Ça, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a d'autres questions. Est-ce que ce serait légal? Je ne pense pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a déjà des problèmes tout simplement avec des drones. On n'utilise presque pas de drones et il y a déjà des problèmes avec des drones. Donc imaginez des voitures volantes. Et en termes de gaspillage de ressources, déjà, quelles ressources est-ce qu'on utiliserait pour ça? Et deuxièmement, est-ce que ça vaudrait la peine? Non. Et ils ont tellement mis d'investissement de la recherche dans les voitures électriques, les trains, toutes sortes de choses, et on veut continuer à utiliser le pétrole. Est-ce que du pétrole pourrait faire fonctionner des voitures volantes? Je ne sais pas. Je pense que c'est la priorité de personne, les voitures volantes, mais j'ai simplement mis ce point-là parce que dans les années 80, on parlait beaucoup du nouveau millénaire et des peut-être premières voitures volantes, et là on est 40 ans après les années 80 et il n'y a pas l'ombre d'une voiture volante, il n'y a déjà presque pas l'ombre d'un jetpack, donc les choses qu'on met dans le dos, un sac à dos à propulsion, jetpack. Et même ça, qui était très réaliste dans les rêves des gens pour les années 2000, oui, pour les années 2000 vraiment, ça n'existe déjà presque pas, un vrai jetpack. Et les jetpacks hydrauliques sur l'eau, c'est déjà très rare pour en trouver, pour pouvoir les tester ou même en acheter, non. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Vraiment, cette fois, je compte sur vous pour me donner des nouvelles idées pour les prochaines vidéos, ici ou sur l'ancienne vidéo. Et si vous avez des critiques, surtout si vous avez des critiques ou des commentaires positifs, de les mettre. Comme ça, je peux améliorer les vidéos petit à petit. Et je pense que ça peut être un sujet très intéressant. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir. J'ai eu du plaisir à faire un tout petit peu de recherche et de réfléchir par rapport à tout ça. Merci à tous et à bientôt. See you!